Notre enquête ce soir sur les difficultés rencontrées par le secteur horloger. Ce chiffre donne la mesure du problème des exportations en baisse de 10% au mois de février par rapport au même mois une année auparavant. Alors que le salon Baselworld tente de sauver les apparences, la crise fait des dégâts chez les horlogers, mais aussi chez les sous-traitants. L'enquête est signée Thierry Clémence. En 2 ans, l'industrie horlogère a perdu plus de 2000 emplois. Ça fait environ 2 ans qu'on voit nos chiffres constamment baisser. On a perdu environ 5% de l'emploi industriel dans le canton de Neuchâtel. Je dirais qu'on a fait 2 années rock'n'roll, puis j'oserais presque l'expression, on va avoir une année de blues. Les artisans boîtiers à la Chaux-de-Fonds ici, on travaille les plus belles boîtes de montres du luxe, 5 à 10 000 pièces par année quand tout va bien. Mais là, tout va mal. 20% des effectifs ont été licenciés ces derniers mois. Donc en 2008-2009, il y a eu une crise importante, très importante, mais qui a duré 6 mois. C'était vraiment une chute vertigineuse durant 6 mois, et 6 mois après, c'était une reprise fulgurante. Là, je le répète, ça fait 18 mois où on voit qu'on descend, puis on aimerait bien toucher le fond pour remonter. RHT pour dire chômage partiel, là aussi c'est l'explosion. 2000 demandeurs d'emploi rien que dans les manufactures neuchâteloises. Le taux de chômage grimpe à 6,5%, loin de la moyenne suisse. C'est à la fois le signe qu'aujourd'hui on a des capacités de production qui dépassent les besoins, donc de ce point de vue-là c'est inquiétant. D'un autre côté, si elles font le choix de la RHT, c'est qu'elles s'attendent à une reprise. La situation n'est pas désespérée. Quel désespoir devrait-on avoir dans une branche qui a certes perdu 2000 emplois ces 2 dernières années, mais qui en a engagé plus de 10 000 auparavant. On est dans une période de tassement. Alain Marietta, lui, a 40 ans de métier dans l'horlogerie. Il a survécu à toutes les crises. Mais celle-ci passe mal. Il a licencié 10% de son personnel et il en veut aux horlogers qui préfèrent se fournir dans le Far East, comme il dit, l'Asie, plutôt qu'en Suisse. Vous avez des belles montres équipées de mouvements quartz, on achète les éléments en Suisse, les cadrans, les aiguilles, etc. Vous avez des belles montres équipées de mouvements mécaniques qui sont beaucoup plus chers, qui peuvent représenter le 60% du prix de la montre. On achète les éléments au Far East. Là, il faudrait qu'on arrête. Et peut-être plus que jamais dans les ateliers des montagnes neuchâteloises cette année, on attend avec anxiété le retour des patrons partis faire leurs emplettes à Baselworld. Mais que s'est-il passé à Naters, Brigue et Viège? Une semaine après le second tour des élections valaisannes, le doute subsiste sur la régularité du scrutin. Les 3 communes au Valaisanne ont déposé plainte. Elles dénoncent une fraude. L'UDC du Valais roman a décidé de recourir contre les résultats des élections. Le parti veut empêcher la prestation de serment du nouveau Conseil d'État qui doit avoir lieu demain. Céline Brichet. Et si cette image n'était pas encore celle du futur gouvernement valaisan? Des cas de fraude électorale ont été dénoncés dans 3 communes du Haut-Valais. Des électeurs n'ont pas reçu leur bulletin et pourtant l'administration a enregistré leur vote. Plus de 70 cas supposés ont été signalés, 50 à Brigue, 20 à Naters et un nombre inconnu à Viège. Une situation inédite en Valais qui pourrait bien conduire à un nouveau scrutin. La fraude devrait changer le résultat des élections. C'est ça une des conditions. Alors la question c'est, est-ce qu'on doit seulement le refaire sur le territoire où a lieu la fraude, ou est-ce qu'il faut le faire sur tout le territoire cantonal? Ça, c'est une décision politique, pour autant qu'elle sera nécessaire. Dans la course au Conseil d'État, Oscar Freisinger s'est fait devancer de plus de 2000 voix par Frédéric Favre. Par contre, certains sièges du Grand Conseil ne se sont joués qu'à quelques suffrages. Ça, pour nous, c'est inacceptable. On est dans une démocratie, on est en Valais en 2017. On n'est pas dans une dictature africaine. Le résultat des élections doit être indiscutable. 2 procédures ont été lancées. Les communes concernées ont déposé une plainte pénale. Une enquête est ouverte pour déterminer l'identité des auteurs et l'ampleur de la fraude supposée. De son côté, l'UDC a fait recours contre le résultat des élections. Ces fraudes ont été systématiques, dans une ampleur qui, semble-t-il, n'a jamais été vue jusqu'alors. Elles auraient pu concerner aussi peut-être le premier tour des élections, donc peut-être aussi les élections au Grand Conseil. Alors là, le délai de recours est échu, donc les partis politiques ne peuvent plus influencer sur cette élection-là. Par contre, pour le deuxième tour, là, on est encore dans les délais. Reste une possibilité de voir changer le visage du Grand Conseil, que le législatif lui-même, suivant le résultat de l'enquête pénale, décide d'invalider le scrutin. Mais pour l'heure, on n'en est pas là. Première étape pour le Parlement, décider demain d'assermenter ou pas le nouveau Conseil d'État.
Monica Bonfanti, bonsoir. Bonsoir. On entendait le constat en canton de Vaud, à Genève aussi, la présence policière visiblement ça paie. Oui, bien évidemment. La présence policière, en fait, qui est aussi couplée avec une meilleure coordination de tous les moyens, et pas seulement les moyens genevois. Aujourd'hui, quand on veut combattre la criminalité, on doit travailler de façon beaucoup plus intensive avec les autres polices romandes, avec les autres polices suisses, et également, bien sûr, avec la France. Vous me disiez le contexte, la peur de l'attentat terroriste, le fait qu'on mette beaucoup plus de policiers, même chez vous, les fêtes de Genève, par exemple, ça joue? Effectivement. Donc, on a vu qu'en 2015 et 2016, nous avons dû mettre plus de présence policière sur certaines manifestations, ceci à cause de la menace terroriste. Et on a bien vu que ça a aussi une influence sur le niveau de criminalité. Donc, même indirectement, contre les cambriolages, contre d'autres types de délinquance? Oui, évidemment, la présence policière, elle est avant tout préventive, dissuasive, répressive. Et j'irai même plus loin. Donc, ce qui se passe maintenant en France avec l'état d'urgence, qui dure depuis un certain temps, ça a sûrement aussi des influences sur la criminalité telle qu'elle est recensée aujourd'hui à Genève. Plus généralement encore, une société qui a peut-être tendance à être plus policière qu'avant, bon et mauvais côté, chacun jugera, loi sur le renseignement, les caméras, etc., présence policière, tout ça va un peu dans le même sens, ça a ce genre d'impact. Bien sûr, nous avons en face de nous aussi des phénomènes criminels qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, une criminalité qui se transforme. Et nous devons, nous, police, être en mesure de faire face à ce changement de la criminalité. Alors, bémol quand même, d'abord, il y a la grande nostalgie d'une Suisse d'avant, quand il n'y avait pas des digicodes aux portes, il y avait des entrées d'immeubles normales, etc. Ça, on ne le reverra pas. Je ne sais pas si on reverra ça, mais je pense que c'est bien qu'aujourd'hui, les personnes protègent mieux leur logement. Et puis, la cybercriminalité qui revient à la hausse, on voit ces chiffres-là. En général, la criminalité d'Internet, l'injure, on en reparlera d'ailleurs plus tard dans ce journal, l'injure qui revient en force, notamment par le biais du net. Oui, évidemment, ça donne également une impression d'impunité, puisqu'il y a un semblant d'anonymat là derrière. Et donc là, effectivement, on voit des plaintes pour diffamation, pour calomnie qui augmentent. Et beaucoup de ces plaintes, elles sont dues en fait à des injures qui sont échangées sur le net. Monica Bonfanti, merci. Merci à vous. On va parler d'énergie renouvelable. Le vent, le soleil, la force de l'eau, on connaît. Il existe aussi le biogaz, un gaz produit par la fermentation, par exemple du fumier. Un agriculteur de la plaine du Rhône voudrait tenter l'expérience. Il a lancé un projet en 2012, mais parmi ses voisins, les craintes et l'opposition sont fortes. Aujourd'hui, c'est tout un village qui se déchire. Reportage à Chessel, Guy-Olivier Chapuis. Chessel, village paisible de la plaine du Rhône, un Heideland vaudois désormais déchiré par un projet de centrale biogaz. Les fosses rondes seront implantées ici, à une distance peut-être de 100 mètres des premières habitations. Ici, chaque année, 4000 tonnes de fumier de lisier, appelé intrant dans le jargon, devraient être transformées en électricité et en chaleur en engrais bio. Ça reste une toute petite installation. Du reste, ça a été très difficile. J'ai dû prendre une partie des intrants d'un agriculteur pour avoir quand même une taille minimum pour que le projet soit viable. Projet minimum, peur maximum. Une soixantaine de villageois s'opposent au projet, un tiers du corps électoral du jamais vu ici. Les fermes, tout ça ne me gêne pas. On a aussi des racines paysannes, ça c'est pas un souci. Ça c'est plus, ça devient de l'industrie maintenant, je trouve. Nous on n'a que les inconvénients, on n'aura que les problèmes d'odeur, de bruit, et tout ce qui s'ensuit. Désormais, Chessel est coupé en deux. D'un côté, quelques farouches propriétaires de petites villas, de l'autre, un agriculteur qui voit loin. C'est quand même un projet écologique, il fait peur par rapport peut-être au dérangement, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'inexpérience de ces projets de biogaz. Mauvaises odeurs, bruit, trafic, risque d'explosion ou d'incendie, tout est bon pour faire la peau au biogaz. Pour cet expert, c'est la première fois en Suisse romande qu'il y a une telle levée de bouclier contre un tel projet. On a organisé en 2015 une réunion d'information, mais on a très bien senti que les gens avaient des a priori contre ce projet. Tout le monde est pour les énergies renouvelables, mais si possible un peu plus loin de chez soi. À la municipalité, certains élus s'étaient opposés à un premier projet. L'État leur a tapé sur les doigts, rappelant aux municipaux leur devoir de réserve. Désormais, ils font profil bas. Les gens qui sont venus ici, qui ont construit leur villa dans un cadre idyllique,
hein, où vous avez la nature tout autour, leur mettre une centrale biogaz avec des incertitudes, ils se font du souci. Les opposants lancent aujourd'hui leur dernière pique contre les services techniques du canton. Ce sont eux qui ont fait de ce projet un projet pilote. Pour le canton, d'avoir une usine à proximité du quartier de Villars, effectivement, ça ne pose pas aucun problème pour ces gens. Ils ont tendance à pousser les énergies renouvelables au détriment, effectivement, de la qualité de vie des résidents. Moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Oui, ça, c'est clair que je trouve quand même que c'est l'avenir de l'agriculture. Je pense qu'il y a une carte à jouer par rapport à ça. Je veux dire, on doit en être conscient. Démarré en 2012, le projet contesté en est déjà à sa deuxième version. Son avenir est désormais entre les mains du gouvernement vaudois. On termine avec un témoignage qui a valeur de document. Une mécène du Musée des Beaux-Arts de Lausanne accepte d'expliquer sa générosité. C'est très rare dans un monde où la discrétion est demandée, voire l'anonymat. Elle est une des 3 donatrices, 3 veuves de la région lémanique qui ont donné au total 17 millions. Yvan Thorambert, Jérôme Galichet. Une sculpture monumentale de Giuseppe Pennone, l'un des plus célèbres sculpteurs contemporains, posée comme si de rien n'était dans un jardin de la région vaudoise, celui d'Alice Poli. Naturellement, quand j'ai vu ce qu'il a réalisé, je me suis dit, ça je le donne tout de suite au musée. Les autres sculptures, je ne les donne pas tout de suite, mais celle-ci, je la donne à l'inauguration du musée. Alice Poli, 95 ans, galeriste de renom, toute sa vie a collectionné des œuvres. Elle est aujourd'hui l'une des principales mécènes du futur quartier des musées lausannois. Pourquoi ce cadeau? Parce que je veux que les œuvres d'art que j'ai choisies vivent après moi. Or, il n'y a personne après moi. Mon fils est décédé. Or, je préfère que les œuvres vivent quelque part. Évidemment, le périmètre est sous haute surveillance. La maison est bien gardée. Dans le salon, des toiles de maître, comme ce tableau de Pierre Soulages, qui sera lui aussi donné au futur musée. Mais Alice Poli s'est montrée encore plus généreuse. Combien vous avez donné? 2 millions. Pour le nouveau musée. Dans ce salon, Alice Poli a reçu d'autres femmes richissimes. Parmi elles, Gertrude Engelhorn, fortune évaluée à 2 milliards. Cette veuve d'un industriel allemand a donné 10 millions au musée via sa fondation. Une autre veuve, Anita Dame-Etienne, a mis 5 millions. À elles seules, ces 3 femmes ont donné près de la moitié des dons privés. Pour convaincre ces multimillionnaires discrètes, Pascal Broulis n'a pas hésité à aller prendre le thé chez elle. La flagornerie, une approche obséquieuse, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois qu'il faut rester plutôt simple, compréhensible, et puis aussi accepter que des fois, il y ait des refus. Lors de la remise symbolique du tableau de Pierre Soulages au pôle muséal, Alice Poli avait le sourire. Elle compte bien continuer à solliciter ses contacts pour faire avancer le musée dont elle rêve. La deuxième banque de Suisse est donc à nouveau rattrapée par le spectre de l'évasion fiscale. C'est une opération de grande ampleur qui a été organisée ces dernières heures. Les perquisitions dans 5 pays ont été coordonnées. La réaction la plus virulente est venue de Berne. Le ministère public de la Confédération n'avait pas été informé. Isabelle Horry, Nicolas Rosset. Le Crédit Suisse en pleine tempête fiscale. Tout est parti des Pays-Bas, où les autorités ont informé avoir reçu des informations sur 55 000 comptes suspects. Des données communiquées à plusieurs pays, notamment la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie. Aux Pays-Bas, les agents du FIOD, qui traquent notamment la fraude fiscale, ont perquisitionné plusieurs succursales du Crédit Suisse. 2 personnes ont été arrêtées, des milliers de comptes inspectés et des coffres ouverts. Le FIOD qui a publié cette photo sur son compte Twitter, lingots d'or, bijoux, mais aussi tableaux, voitures de luxe et biens immobiliers ont été saisis. Rien qu'aux Pays-Bas, les autorités soupçonnent près de 3 800 citoyens de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. À Berne, c'est la stupeur. Le ministère public dit avoir été sciemment mis à l'écart de l'opération. Es ist befremdlich, wenn
Il est déconcertant que les bases de la collaboration en matière fiscale ne soient pas respectées. Concrètement, Eurojust, l'organisme européen de coordination, a intentionnellement exclu la Suisse des réunions préparatoires pour cette enquête. Cela nous a été communiqué. La coordination en matière de procédure pénale ne peut pas fonctionner ainsi. Quant au Crédit Suisse, il confirme aujourd'hui ses perquisitions. Dans un communiqué au titre surprenant, les bureaux du Crédit Suisse contactés. La banque qui précise vouloir poursuivre une stratégie de conformité fiscale absolue de ses clients.